Daredevil est de retour, cette fois sur Disney+, 7 ans après les 3 saisons originalement sur Netflix qui ont tout bonnement marqué les fans puisque considéré encore aujourd'hui comme étant là ou parmi les meilleures des séries Marvel. Bonjour à toutes et à tous, c'est dans une toute nouvelle ambiance que la chaîne renaît aussi à nouveau puisque Daredevil est une série que j'ai énormément attendue et je voulais un petit peu marquer le coup pour ça. Alors il y a encore 2-3 points à ajuster mais grosso modo vous avez un petit peu la nouvelle ambiance sur laquelle on partagera notre passion sur la chaîne. Je me suis beaucoup préparé à cette nouvelle série. J'ai déjà revu pour la genre 4e ou 5e fois les 3 premières saisons de Daredevil en début d'année et j'ai aussi lu les 48 numéros de comics qui ont inspiré Daredevil Born Again, histoire d'avoir tous les points de comparaison en tête, que ce soit frais et être dans le meilleur des moods pour vous parler du renouveau de cette série qui arrive donc 7 ans après et qui de base devait signer quelque chose de totalement différent puisque pour rappel la série a été retournée, réécrite pour correspondre donc au public Marvel qui, bon j'ai pas envie de dire qui est de plus en plus exigeant mais qui en tout cas s'est vu relativement déçu ces dernières années par les projets qui sont arrivés et aussi par la direction que prenait Daredevil, notamment dans She-Hulk. Daredevil devait de base être beaucoup plus on va dire soft, devait correspondre plus à la case grand public du Disney+, et là non, on arrive, Kevin Feige a décidé de tout retourner et on est sur un Daredevil à Matt Murdock et aussi un Caïd qui se veut beaucoup plus dans la lignée des séries Netflix avec un ton beaucoup plus on va dire grave, politique, mature et avec, je l'espère, des questions qui se voudront de plus en plus existentielles. Sans spoiler, pour commencer, qu'est-ce qu'on peut penser de ces 2 premiers épisodes? Alors déjà, ce qui fait plaisir à voir, c'est que on est sur une réalisation qui n'est pas générique. Voilà, on peut dire ce qu'on veut de la réalisation de cette série, mais il y a quand même un parti pris artistique. On veut nous montrer des choses, on veut jouer avec le mixage son comme on faisait dans la série originale pour te montrer des battements de cœur, pour te faire écouter des radios qui sont à 3 rues d'ici. Bref, on est sur le Daredevil qui fait plaisir à ce niveau-là et on met ses pouvoirs en avant grâce à des billets qui sont extra-digétiques. Donc, on ne voit pas forcément les choses à l'écran, mais on les entend, on sait qu'ils sont là et ça permet de mettre en avant tout ça. Dès le départ, le contexte géopolitique est lui aussi bien mis en avant. On est sur un New York qui se veut comme étant un personnage à part entière, comme on aime dans la série originale et comme on aime d'ailleurs dans l'écurie d'ici avec Batman notamment et Gotham. Évidemment, le casting principal est de retour et on a même certains éléments de réalisation qui sont très marquants dans la série originale qui sont de retour dès le premier épisode, histoire de faire kiffer les fans, j'imagine. Et écoutez, moi je trouve que c'est déjà un réel plaisir de revoir du Matt Murdock. Charlie Cox joue exactement de la même manière que dans la série originale. Le Caïd un petit peu différemment, mais je vous expliquerai pourquoi dans la partie spoiler. Et on est toujours dans cette confrontation psychologique entre le Caïd et Matt Murdock. On fait beaucoup de parallèles entre les deux, comme c'était le cas dans la série originale aussi. Et donc pour ça, c'est des gros points qui moi m'ont fait ultra kiffer. L'autre kiff évidemment, c'est de voir un Daredevil à l'écran qui fait beaucoup plus super-héros dans le sens où on va lui accorder enfin les poses d'un Daredevil. Il va se balancer avec ses bâtons comme dans les comics. Il le faisait déjà un tout petit peu je crois dans la série originale, mais là c'est clairement en quelques minutes tu vois plein de scènes, donc t'es plutôt content. Mais là clairement en quelques minutes tu vois grave la différence et là ça fait plutôt plaisir. Au contraire, si je devais trouver des points négatifs à ces 2 premiers épisodes, je dirais que moi ce qui m'a assez perturbé, c'est le fait que ce soit énormément rushé. Alors c'est un parti pris et en même temps c'est un point positif. Après tout, on perd pas de temps, on va directement à l'essentiel, mais c'est vrai que pour des personnages qui sont de retour 7 ans après, t'as quand même envie que certains éléments soient quand même sacralisés. Et là c'est vrai que dans les 2 premiers épisodes, on a genre 3 ou 4 ellipses, ce qui en soi n'est pas dérangeant, mais à certains moments, notamment la première fois où tu revois Matt Murdock qui voit Fisk en face de lui, que les deux se rencontrent, en tant que fan, t'as quand même envie que ce moment soit un minimum sacralisé. Et là, c'est fait de manière très basique, chant contre chant. Il n'y a pas tellement d'émotion. Il y a même certaines choses qui, selon moi, sont pas incompréhensibles, mais assez surprenantes. Je vous en parlerai en partie spoiler. C'est aussi le grand retour du générique. Alors, je suis assez déçu parce qu'au final, on a suivi les news de Daredevil sur la chaîne. Et c'est vrai que on avait eu cette news disant qu'on aurait le même thème musical qui serait de retour avec un petit peu la même DA. Là, c'est vrai que, bon, on est sur le même thème. On est sur une direction artistique qui est assez différente, mine de rien, qui est un peu moins rougeâtre peut-être. Mais là, c'est mon côté fanboy qui parle. En vrai, je suis tellement attaché au générique de base de Daredevil que je trouve le nouveau un chouïa moins bien. On va pas se leurrer, ça reste quand même un très bon générique que je pense je ne vais pas passer très souvent. Alors comme d'hab, je développerai ça en partie spoiler, mais je trouve que pour l'instant le Caïd fait un peu moins charismatique, sauvage que ce qu'on
l'on a eu dans la partie Netflix de la série, ce qui du coup joue un petit peu sur son charisme, même si on est quand même toujours sur du grand Vincent D'Onofrio et évidemment un bon Charlie Cox. Alors sans vraiment vous dire pourquoi pour l'instant etc, c'est pas vraiment un énorme spoiler de dire ça, mais en fait on est très peu de temps à Hell's Kitchen, on va très vite bouger dans un autre quartier de New York un peu plus tard dans l'épisode, et en fait j'ai juste l'impression que tous les plans qui sont tournés à Hell's Kitchen sont faits en décor fake en studio, que c'est des décors qui ont été montés en carton entre guillemets, puisque le reste de la série fait beaucoup plus naturel, t'as beaucoup plus l'impression que c'est vivant, là où l'éclairage du début de l'épisode 1 par exemple et tous les décors font très studio au final, puisque comme je vous l'ai dit on a des ellipses, notamment une grosse de 1 an à un moment, et c'est vrai que entre temps t'as quand même l'impression que beaucoup de choses se sont passées psychologiquement, que ce soit du côté de Matt Murdock ou du côté du Caïd, et pour l'instant même si on verra, on est qu'à l'épisode 2, on n'a pas vraiment toutes les clés qui nous amènent en fait à savoir tout ce qui s'est passé psychologiquement pour ces deux personnages, que ce soit des déconstructions ou des constructions. Et pareil d'ailleurs entre les 6 ans de gap, puisque dans la chronologie du MCU ça fait 6 ans que la saison 3 de Daredevil s'est passée, moi je peux vous dire que c'est très frais dans ma tête, et pourtant j'ai des questions qui demeurent, notamment concernant le Caïd où je trouve certaines choses aussi assez surprenantes. Alors d'ailleurs en parlant de choses surprenantes, il n'y a aucun récap, alors dites-moi en commentaire si certains d'entre vous ont eu des récaps, parce que je sais que c'est un truc automatique et des fois ça se met pas tout le temps ou quoi, mais je trouve ça assez surprenant qu'ils aient pas tout récapitulé. Alors ils essaient de le faire avec les dialogues, le scénario, ça reste quand même assez très flou, et je me dis c'est quand même assez surprenant, puisque même pour les personnes qui ont vu la série originale, faut pas oublier que ça fait quand même 7 ans que la série est sortie, et qu'en vrai en 7 ans t'as quand même l'occasion d'avoir oublié la plupart de ce qui s'est passé. On te cite des personnages, des fois on te cite des relations de personnages même qui sont arrivés dans la série originale, et c'est vrai que si tu as pas forcément ça en mémoire, ça peut être compliqué au début de t'en rappeler. Et comme je vous ai dit, moi je me suis refait les 3 saisons et j'ai dû terminer la saison 3 il y a ça 2-3 semaines, donc c'est vraiment encore très frais, donc j'ai pas été impacté par ça. Mais par contre je sais une chose, c'est que si jamais je n'avais pas vu ces 3 saisons, j'aurais eu un peu le seum par instant de voir qu'il n'y avait pas forcément le récap. Niveau réalisation, il y a aussi un truc qui est de retour, c'est les fameuses lumières rouges, bleues, etc. qui vont arriver sur le pan d'un visage de Matt Murdock par exemple, ça fait extrêmement plaisir. Donc c'est en ça que je vous dis que on a l'impression par instant d'être sur la même série et par instant d'être sur une toute nouvelle chose. Clairement on est sur une patte Disney Plus avec cet intérêt d'avoir aussi un renouveau pour la réalisation, et en ça je trouve ça plutôt bien, tu vois. Si tu dois arriver avec une série 7 ans après, même pour faire la suite, autant proposer quelque chose de nouveau. Voilà ce que je pouvais vous dire sans spoiler. Grosso modo ça reste quand même un énorme plaisir de revoir Daredevil vraiment 7 ans après, surtout quand t'as suivi la série, son annulation, etc. Ça fait quand même plaisir, surtout de voir qu'ils sont restés dans le même ton. C'est violent par instant, oui, mais surtout c'est mature, c'est ça qu'on veut, c'est ça qui fait du bien dans un MCU qui en ce moment peine un petit peu à réconcilier les anciens fans et les nouveaux fans. Partez donc de cette vidéo si jamais vous voulez vous garder la surprise pour la suite, et nous c'est parti, on spoil. Bon d'entrée de jeu déjà on va parler de la mort de Foggy. Bah oui, parce que alors là franchement c'était quand même assez surprenant. Alors assez surprenant oui et non, puisque de base on avait quand même su que lors du premier scénario et du premier tournage de la série c'est quelque chose qui devait arriver, sauf que apparemment il devait mourir hors champ, on devait juste raconter en gros qu'il est mort. Mais quand bien même je vous ai sorti une vidéo il y a quelques jours où justement je vous expliquais que je trouvais ça bizarre que dans la bande-annonce, toutes les scènes avec Foggy, on voit qu'il est habillé pareil, comme si ça venait d'un seul épisode, ce qui me laissait penser aussi, de par toutes les déclarations qui ont été faites de la part de la production, disant que Daredevil allait être gravement traumatisé par quelque chose, que Foggy allait y passer, ou en tout cas qu'on allait le voir que durant un seul épisode. Mais alors la surprise, c'est vraiment de le voir claquer durant les 5 premières minutes de la nouvelle série. Foggy, qui on le rappelle, était quand même un personnage qui était ultra apprécié dans la série originale. Ils ont fait claquer ce personnage comme une merde au bout de 5 minutes. Et alors autant des fois je peux reprocher des choses à Marvel Studios, oui cet acte me brise le cœur, mais je trouve que c'est un très bon parti pris, étant donné qu'on a beaucoup reproché au MCU aussi ces dernières années, et bien de faire dans la dentelle, de pas avoir d'enjeu, de pas faire mourir ces personnages. Là d'entrée de jeu on te pose l'ambiance, le meilleur ami du héros principal claque, et ça va totalement le perturber psychologiquement. Qu'est-ce que j'ai fait comme tronche, vraiment je regrette de pas avoir la vidéo réaction, mais la tronche que j'ai tirée quand je l'ai vu ensuite sur le toit jeter Bullseye du haut du toit, alors que Daredevil a quand même son petit credo où normalement il ne tue pas, et t'as tout ce débat pendant 3 saisons, est-ce que je dois tuer, est-ce que je dois pas tuer, est-ce que je dois lâcher toute la violence que j'ai en moi, et là d'un coup en 5 minutes cet acte est tellement important qu'il est détruit, il te jette Bullseye vraiment comme un tas de merde au-dessus du toit. Vraiment j'ai kiffé, j'étais choqué. Alors du coup la question qui se pose c'est est-ce que
que Bullseye a été augmenté. Parce que rappelez-vous, dans la saison 3, il est quand même handicapé de base puisqu'il a toute la colonne vertébrale qui est détruite après son combat contre le Caïd. On le voit se faire opérer et on te fait comprendre que il a été, son squelette a été en quelque sorte augmenté, ce qui normalement devrait le rendre plus résistant ou plus fort. Et du coup, ben, je me pose cette question puisque bon, il tombe quand même genre d'un truc qui ressemble à 3 étages, 4 étages de haut. Il arrive à se relever. Et pire que ça, il se relève, il remarche peut-être quelques semaines après. Je sais pas trop parce qu'il y a énormément d'ellipses comme je vous ai dit. Mais tu le vois marcher en prison comme si de rien n'était. Ce qui me laisse penser que bon, il est un petit peu augmenté quoi. Je trouve par contre les choses un petit peu moins subtiles qu'auparavant. Dans le sens où par exemple, Bullseye, je reste convaincu qu'il a été envoyé par le Caïd pour buter Foggy. J'ai énormément de mal à croire que comme nous dit la police, c'est juste un psychopathe qui a flingué quelqu'un au hasard. Surtout que là c'était en mode sniper. C'était pas juste pour se débarrasser d'un civil qui lui empêchait voilà, de traverser la rue comme c'est arrivé voilà, durant ce plan séquence qui fait aussi extrêmement plaisir durant l'épisode 1. Là vraiment il a choisi sa cible, il l'a snipé et il l'a visé en plein cœur. Bon, même si évidemment il met 4 heures à mourir pour faire un peu durer le côté dramatique, mais il s'est quand même pris une balle en plein cœur. J'ai trouvé par contre que Bullseye était un petit peu moins fort par rapport à Daredevil. C'est assez paradoxal puisque normalement bah, il est augmenté comme on l'a dit, donc Daredevil devrait avoir beaucoup plus de mal à le combattre. Et dans la saison 3 originale, c'est vrai qu'il a énormément de mal à venir à bout de Bullseye. C'est quand même un mec qui peut se servir de n'importe quoi comme une arme, le jeter sur Daredevil, prendre un trombone et te tuer avec à 5 km. Et là c'est vrai que j'ai pas senti Daredevil à bout de force quoi. On verra par la suite puisque ça sera vraiment pas la dernière fois où on verra Bullseye ou même un combat Daredevil Bullseye je pense. J'espère d'ailleurs que je dis bien Bullseye parce que j'ai énormément du mal à dire son pseudo, à chaque fois je l'appelle Bulleyes, qui est beaucoup plus facile à dire vraiment Marvel, faut réinventer vos noms à bout d'un moment. Mais dites-moi en commentaire si vous avez eu cette impression, mais c'est vrai que j'ai quand même voilà, ce truc de me dire mais bordel, qu'est-ce qui s'est passé? Il est fatigué le mec. Il y a donc une ellipse de 1 an qui se passe suite à ça et nous voyons enfin Fisk. Fisk qui a énormément de temps d'écran et là aussi c'est plutôt plaisant. Je vous ai toujours dit que dans un projet de super-héros, si on avait un bon méchant, en général on a un bon gentil et donc un très bon projet, et j'ai l'impression que ça part un petit peu dans ce sens. Fisk a peut-être plus de temps d'écran que le personnage principal, on le développe, on essaie de te faire comprendre certaines choses, même si pour l'instant j'ai pas les réponses honnêtement. Que s'est-il passé dans la tête du Caïd pour partir en exil pendant des mois, lâcher Vanessa toute seule dans la nature, lui laisser gérer son propre business? Vanessa est devenue le nouveau Caïd de New York et à côté de ça on a un Fisk qui s'est totalement remis en question pendant des mois et qui devient maire en fait de New York et qui veut vraiment enfoncer cette partie d'ombre qu'il a en lui, cette partie sauvage, ce qui fait que pour l'instant c'est assez légitime de penser qu'on est sur un Caïd qui est un peu moins sauvage, un peu moins charismatique, qui veut rester un peu dans les clous, même si on sent très vite que ça va arriver et qui va tout casser en deux. Côté Caïd, on est presque sur une réinvention du personnage, c'est-à-dire que par exemple le voir sourire, le voir rire pour les caméras, pour la communication, waouh, ça fait quelque chose puisque en 3 saisons de la série Netflix originale, je crois qu'on ne voit pas le Caïd sourire une seule fois. Et même quand il sourit, c'est des sourires un peu niais, voilà, d'un mec qui est tourmenté, qui a souffert, qui essaie de sourire mais qui sait même pas comment il faut faire. Là, c'est devenu un politique qui vit pour les caméras et ça fait tellement bizarre de le voir jouer là-dessus. J'ai d'ailleurs presque pété mon crâne dans l'épisode 2 en pensant qu'ils avaient mal raccordé le personnage, son caractère, en le voyant bouffer un fast-food. Je me suis dit mais bordel, qu'est-ce qui se passe? Lui qui prenait son temps tous les matins, qu'il soit d'humeur ou pas, à se faire sa petite omelette avec son petit épice par-dessus, là tu le vois bouffer un fast-food. Heureusement c'était dans les plans du Caïd et c'était plutôt ingénieux pour essayer de faire chanter justement le commissaire et mettre encore une fois la police dans sa poche. Et heureusement ensuite, petite ligne de dialogue qui change tout en disant qu'il a détesté ce sandwich qu'il a trouvé infect. Merci. Bordel, parce que pendant un temps, j'ai cru qu'ils avaient pas raccordé le personnage. Je me suis dit waouh, quand même là faut le faire. J'ai pas trop parlé de Karen non plus, c'est vrai, mais en vrai je pense pas qu'il y ait matière vraiment à parler. Elle était là juste pour faire plaisir aux fans et je pense que probablement on la reverra pas avant la fin de la saison. Elle habite à San Francisco maintenant et il fallait bien qu'en fait on te fasse comprendre que bon, tout ça appartient au passé. On vous les a mis 5 minutes pour vous faire kiffer et pour aussi servir de tremplin émotionnel à Matt Murdock. Mais maintenant, il faut avancer vers notre nouvelle direction. Alors il y a quelque chose qui m'a assez surpris dans l'épisode 1 au moment où bien Fisk voit Daredevil pour la première fois et que les deux donc échangent des mots en prenant un verre, donc scène qu'on avait dans la bande-annonce, et on est sur ce dialogue de « Ah, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, ça fait plaisir, qu'est-ce que tu deviens ?» Donc les deux prennent des nouvelles mutuellement. Tu sens que c'est un peu faux cul puisque les deux évidemment se détestent, mais en fait j'ai pas compris l'intérêt de nous mettre ce dialogue comme si c'était deux vieux amis qui se rencontraient en fait. Ça n'a pas de sens. Disons les termes, à la fin de la saison 3, Daredevil veut
buter le Caïd. Alors certes, les deux se sont respectés mutuellement et se sont toujours respectés, ça a toujours été le cas. L'un est un grand guerrier, l'autre est un businessman et en plus de ça, les deux veulent sauver New York d'une manière différente, mais ils ont ce truc commun et ne reculent devant rien. Donc les deux pour ça se respectent énormément et à la fin de la saison 3, alors que Daredevil voulait buter le Caïd, le Caïd fait juste la promesse solennelle de ne jamais révéler l'identité de Matt Murdock Daredevil en échange de la protection, on dira, de Vanessa. Donc c'est juste ça qui s'est dit, mais à aucun moment ils se sont vus comme deux vieux amis ou à aucun moment ils n'ont pas eu de haine l'un envers l'autre. Que Matt Murdock veuille discuter avec Fisk en privé, ça je trouve que c'est plutôt ok et même c'est plutôt cool puisqu'au moins les deux se font comprendre et se menacent mutuellement que ça va très mal tourner si jamais ils sortent des clous. Mais ces fameux dialogues en mode ouais, qu'est-ce que tu deviens? Est-ce que t'as des enfants maintenant? On pourrait interpréter presque de la part de Fisk comme une prise d'information pour se servir de Murdock plus tard. Mais j'ai trouvé que c'était un petit peu du non-sens dans cette séquence. Après par contre le reste de la séquence, oui totalement. Tu sens que en fait Matt était venu juste pour menacer Fisk et Fisk lui a retourné l'appareil. Et c'est là où j'aime cette série puisque ce qui est le point fort finalement de ces 3 premières saisons selon moi, c'est justement le fait qu'on mette tout le temps en parallèle le caractère de Fisk et le caractère de Murdock, où tu sens qu'en fait il n'y a pas grand chose qui les sépare tous les deux. Pour redire ce que j'avais expliqué, mais dans la saison 3 par exemple, on a le Caïd qui explique à Bullseye que si jamais il a une pulsion meurtrière qu'il ne peut pas assouvir parce qu'il y a du monde autour ou quoi, il y a juste à lâcher un cri primal qui permet un peu d'évacuer. Et à la fin de la saison 3, au moment où Daredevil s'empêche de tuer le Caïd alors qu'il en a énormément envie, il lâche ce cri primal. Pareil durant la nouvelle saison Daredevil Born Again, où on voit Matt Murdock dans l'épisode 2 qui lâche un énorme cri primal, sauf que là il vient d'assouvir sa sauve parce que je pense qu'en vrai les deux personnes là contre qui il s'est battu dans l'épisode 2, il les a fracassés. En vrai je vois pas une seule raison qui pourrait me laisser penser qu'ils sont en vie. Il y a au moins 3 commotions cérébrales par tête, déjà ça c'est certain. On est donc sur un Caïd qui est blessé dans cette saison, qui a vécu un trauma à la fin de la saison 3 puisqu'il est descendu de son piédestal, il est descendu de sa grande puissance et en plus de ça, il n'y a plus Vanessa. Alors ils sont ensemble pour la com, mais en vrai, moi j'ai quand même cette impression, je sais pas vous, mais que Vanessa, elle en a rien à foutre du Caïd, elle en a plus rien à foutre et forcément qu'il va buter son amant. Mais les gars, c'est sûr, il y a même pas de question à se poser. Oui, il a promis à Vanessa qu'il allait pas tuer son amant ou sa nouvelle conquête à Vanessa, j'en sais pas trop quoi. Il va le buter, mais c'est sûr. C'est d'ailleurs peut-être cet élément qui nous fera comprendre que le Caïd sauvage, charismatique qu'on a eu dans les 3 premières saisons de Netflix sera bel et bien de retour à un moment. Ça sera peut-être le moment où il sortira des clous et où il pètera un câble. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai quand même aussi beaucoup de mal à penser que le Caïd puisse être élu maire alors qu'on le sait, c'est un criminel, etc. Et après, je me suis rappelé que Donald Trump avait été réélu président des États-Unis. Donc je me suis dit, en fait, c'est un côté ultra réaliste. En fait, c'est pas comics accurate, c'est pas magique, c'est réaliste. Voilà, tout bonnement. Mais ça n'en reste pas moins aberrant. Et enfin, on est sur l'arc donc qu'introduit les comics dont je vous ai parlé en début de vidéo, c'est-à-dire Fisk qui veut interdire les justiciers à New York. Alors on n'y est pas, mais on y arrive très très vite. Les flics en veulent aux justiciers puisque les flics sont ordonnés par des lois alors que les justiciers peuvent absolument tout faire sans trop risquer derrière, d'après eux en tout cas. Et Fisk, lui, évidemment, il veut interdire tout ça. Et donc évidemment, on risque d'avoir plusieurs justiciers. Déjà, le Punisher a été cité dans la série avec toute une influence qu'il aura aussi sur son monde qui l'entoure, notamment les flics qui en fait ont pris exemple du Punisher qui fait justice soi-même au final contre les criminels et qui tue. On voit donc qu'il y a pas mal de flics qui vont être traités comme des anti-héros si on veut et qui vont franchir certaines limites puisqu'après tout, si des justiciers le font, pourquoi est-ce que nous on le ferait pas? On a un Spider-Man qui a été à demi-mot cité puisque interdiction dans le contrat de la part de Sony de le faire apparaître dans une série Disney+, évidemment, mais on comprend que c'est lui. Et on a évidemment l'arrivée de White Tiger, arrivée d'ailleurs dont on assume beaucoup plus le côté fantastique puisque d'entrée de jeu, on va t'expliquer que il a une amulette qui lui donne des pouvoirs et personne trouve ça anormal, tu vois, c'est logique. On est dans le MCU, là où dans les premières saisons Netflix, bon, c'était par instant canon au MCU, par instant plus du tout, mais t'avais un peu moins ce côté, on va dire, super-héros, même si t'avais quand même le côté fantastique avec notamment toute la main, l'immortalité, etc. Matt Murdock a aussi pris beaucoup de galons. Adieu Nelson Murdock Page et bonjour, comment ça s'appelle déjà ce truc là qui est totalement aberrant. Murdock and McDiffy ou je sais pas comment vous dites. On est sur un giga open space, bien loin des galères du premier cabinet qu'il avait tenu avec son meilleur pote. Là on est plus sur un truc qui se rapproche de Suits. On prend des affaires parce que ça peut être bon pour notre image, mais t'as toujours le côté banlieusard de Matt Murdock qui lui veut toujours défendre la veuve et l'orphelin, chose qu'il fait notamment avec White
Tiger. Petite déception mais logique hein, forcément, ils ont changé l'appart de Matt Murdock. J'adorais son loft, je le trouvais incroyable avec les néons des panneaux qui traversaient les fenêtres et tout. Tu sentais que pour un aveugle c'était génial. Forcément bah, il a changé de quartier, forcément maintenant il a 10 fois plus de thunes, donc c'est logique, mais il y a plus, voilà, c'est vrai que son appart pour moi c'était limite comme New York, tu sais, c'était un personnage à part entière. Concernant l'épisode 2, on sent qu'il y a certains rouages qui sont en train de se mettre en route, que ce soit par rapport à la nièce de Ben Ulrich. Bordel, quand j'ai vu ça j'étais choqué et je me suis dit mais attends, sa nièce elle est fan du meurtrier en fait de son oncle, ce qui est totalement fou. Donc tu sens que mine de rien, même s'il essaie de faire table rase, il y a quand même son passé qui va le rattraper à un moment, mais que son point faible ça restera, moi j'en suis certain, Vanessa, comme ça a toujours été le cas. Côté Matt Murdock, on remarque que maintenant bah, il ressemble de plus en plus à Batman. On a vu dans la bande-annonce qu'il aurait plusieurs costumes. J'ai hâte de voir toutes les explications puisque là on est sur un Matt qui a totalement laissé tomber Daredevil justement. Et je vous parlais du parallèle aussi qui était fait, mais en fait les deux personnages, que ce soit le Caïd et Daredevil, eh bien tous les deux refoulent leur identité profonde. Et j'ai un peu ce côté comme Superman, vous savez, où la véritable identité de Superman, on le sait, c'est Superman et que son déguisement c'est Clark Kent. Eh bien Daredevil, j'ai cette impression aussi où sa nature profonde a toujours été d'être Daredevil. Et que là ça fait 2 épisodes où le gars se déguise en quelque chose qu'il n'est pas. Et donc c'est évidemment qu'une seule question de temps, et quand je parle de temps, je parle d'un épisode je pense, pour voir un Matt Murdock qui va péter un câble. Et enfin, bah, on a aussi eu droit à notre première scène de tribunal qui a été expéditive. C'est la scène de tribunal la plus courte parmi les 4 saisons de Daredevil Born Again, mais c'est vrai que même les scènes de She-Hulk étaient plus longues. Et ça c'est une petite déception puisque bah, en vrai, Daredevil c'est aussi pour ses scènes de tribunal qu'on adore, ses monologues d'avocat qui sont incroyables. Donc pour résumer ces 2 premiers épisodes de Daredevil Born Again, écoutez, j'ai passé un super bon moment. Malgré tout, je trouve que ces 2 épisodes qui sont très rushés et que bah, malheureusement ça désacralise pas mal de choses qu'en tant que fan en tout cas on attendait. On a un petit détail aussi dans l'épisode 2 où on remarque que le Caïd il a des égratignures au niveau des doigts comme s'il venait de frapper quelqu'un, ce qui laisse penser que soit il a frappé contre un mur, soit sa part d'ombre a repris le dessus à un moment, soit tout bonnement ça a été coupé au montage puisque comme je vous ai dit, on est sur une série qui est entre guillemets assez malade, même si ça se voit pas tellement à l'écran, c'est pas un Flash ou c'est pas non plus un Captain America 4. Je me dis que si jamais ils avaient voulu l'enlever, ils auraient pu, c'était des simples égratignures. En CGI ça s'enlève très facilement. Et peut-être qu'on apprendra que ces égratignures, ben, ça vient de la mort de Vanessa et qu'en fait il a déjà buté depuis 5 minutes après l'épisode 1 par exemple. On est selon moi très bien parti pour avoir une très bonne série Daredevil. On en parlera évidemment chaque semaine sur la chaîne. Si vous n'avez pas le temps d'y consacrer 20 minutes comme avec cette vidéo, je ferai aussi des petits TikTok pour vous donner mon avis résumé, synthétisé, etc. Même si ça va être très compliqué. Matt Murdock se la joue Batman et a aussi son Alfred maintenant, ce qui change totalement de ce qu'on avait de base avec un Matt Murdock qui devait totalement se débrouiller, qui devait combattre la nuit, le jour il devait être avocat, il dormait même plus en fait. Il se démerdait tout seul et il enquêtait aussi, ça manque un petit peu ce côté enquête et c'est pour ça que c'était un réel plaisir de voir un Matt Murdock qui arrivait directement sur le terrain à l'épisode 2 pour aller voir le fameux témoin clé. Donc dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire des 2 premiers épisodes. Est-ce que de base vous êtes fan de la série originale ou vous détestez? J'aimerais bien avoir les avis différents, s'il faut, il y a des gens aussi qui ont détesté la série originale et qui là se prennent de passion. Voilà, c'est possible. On se revoit du coup très vite sur la chaîne, je vous fais des bisous et on se dit à très vite.